Savais-tu que dans la Rome antique, les gens utilisaient des produits chimiques toxiques dans leur maquillage, alors même qu'ils étaient conscients des dangers qu'ils représentaient pour la santé? Voici quelques-uns des rituels et des tendances de beauté les plus insolites de l'Antiquité à nos jours. Autrefois, la beauté avait un prix. Les Romains utilisaient autant des produits cosmétiques bio et sains que des ingrédients toxiques, dont ils connaissaient pourtant le caractère nocif. Voici 3 substances qu'ils utilisaient au nom de la beauté. La première était le cinabre. C'était un dangereux mélange de produits chimiques contenant du sulfure mercurique et du plomb rouge. Les femmes appliquaient le cinabre comme fard à joues. Heureusement, les femmes de la Grèce antique avaient des alternatives bio à cette monstruosité, comme les pétales de rose. Tu seras sans doute surpris d'apprendre que l'empoisonnement au mercure existe encore aujourd'hui, causé par certains produits de soins de la peau. Le deuxième ingrédient maléfique qu'ils ajoutaient à leur routine de maquillage était le khol. C'est une substance toxique qui présente de multiples risques, comme par exemple celui de provoquer des crampes abdominales. Pourtant, il faisait partie des produits de beauté les plus populaires à l'époque et était utilisé partout, du Moyen-Orient à l'Afrique. Quand tu te représentes Cléopâtre, tu l'imagines probablement avec son superbe maquillage des yeux, n'est-ce pas? On pense qu'elle appliquait de l'eyeliner à base de khol. Pourtant, le khol diffère des autres types de cosmétiques car il n'était pas seulement utilisé pour la beauté. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il avait des vertus spirituelles et médicinales. Ils étaient persuadés que cette substance noire protégeait leurs yeux du soleil. De plus, c'était un clin d'œil à la divinité égyptienne Horus et à ses yeux de faucon, ainsi qu'une protection contre les mauvais esprits et la colère d'autres divinités comme Ra. Quoi qu'il en soit, de nos jours, la plupart des pays du monde ont cessé d'utiliser le khol comme eyeliner. Mais dans certaines parties du monde, comme en Inde, les gens l'utilisent encore. Dans diverses civilisations et à différentes époques, les gens voulaient obtenir pour leur peau cet aspect blanc comme la craie. Les Romains utilisaient une substance appelée cerussa, qui signifie sucre de plomb en latin. Les membres de la classe supérieure voulaient donner un aspect plus clair à leur visage. Mais si certains Romains choisissaient d'utiliser cet agent blanchissant nocif, d'autres optaient pour un autre moyen, la poussière de craie, qui était sûrement une alternative plus sûre. Le plomb est une substance extrêmement toxique. Elle peut provoquer des lésions cutanées et d'autres séquelles encore pires. Mais les Romains ont permis qu'ils trouvent une place de choix dans leur rituel cosmétique. Il était notamment utilisé comme teinture pour les cheveux. Certains chercheurs estiment que les ustensiles de cuisine en plomb provoquaient un empoisonnement à long terme, ce qui aurait pu contribuer à la chute de l'Empire. Du XVe au XVIIIe siècle, la peau la plus blanche possible était le summum de l'élégance. Les gens appliquaient donc un mélange de plomb blanc et de vinaigre sur leur visage. Ce mélange faisait peler leur peau. Ils appliquaient ensuite du sulfate de plomb pour éliminer les taches. À long terme, cette routine entraînait bien sûr des dommages irréversibles. La peau présentait toutes sortes de problèmes, de sorte que les gens utilisaient encore d'autres produits nocifs pour masquer ces imperfections. Mais tu sais comment fonctionne la peau. Dès que tu essaies de cacher quelque chose, tu ne fais qu'empirer la situation. Et une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. Au fait, si tu avais vécu dans la Grèce antique, tu n'aurais pas pu laisser tes sourcils tels quels. Le monosourcil faisait partie des canons de beauté ultimes. Frida Kahlo aurait été encore plus iconique à l'époque. Les personnes qui n'avaient pas de sourcils étaient considérées comme pures et intelligentes. Les femmes qui n'avaient pas de monosourcil teignaient des poils de chèvre et les utilisaient pour relier leurs sourcils. Maintenant que ta curiosité est piquée à propos des normes de beauté du passé, passons à quelques pratiques d'Asie. Commençons par la coutume chinoise des pieds bandés. Là-bas, les canons de beauté incluaient le fait d'avoir des pieds anormalement petits. Cette mode a duré plusieurs siècles, du XIIIe au XXe siècle environ. Les autorités n'ont officiellement interdit cette pratique qu'en 1912. En quoi consistait-elle? Eh bien, il existait un dicton selon lequel la mariée la plus désirable possédait des pieds de 8 cm. Cette croyance était si répandue que les jeunes femmes devaient se bander les pieds dès leur plus jeune âge. C'était évidemment une procédure douloureuse qui concernait exclusivement les filles. Avec des bandages aussi serrés, leurs os ne se développaient pas naturellement et correctement. À l'âge adulte, leurs pieds étaient très petits et difformes. Maintenant, passons des pieds aux mains. La mode était aussi un moyen d'afficher son statut social. Certains aristocrates avaient des ongles atteignant jusqu'à 25 cm.
Or, comme tu peux l'imaginer, on ne peut rien faire avec des ongles aussi longs, pas même tenir une cuillère ou se brosser les cheveux. C'est pourquoi ils avaient des domestiques pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. De plus, ils portaient des accessoires spéciaux pour les ongles, des sortes de cages à ongles qui étaient censées les protéger des accidents. Ces protège-ongles étaient souvent en or, ce qui permettait aussi à leurs propriétaires d'afficher leur fortune. Téléportons-nous au Japon, à l'époque où les dents noires étaient populaires. La pratique consistant à rendre ces dents noires s'appelait Ohaguro. C'était le symbole de la maturité et de la beauté. La solution pour noircir les dents contenait de la limaille de fer, du vinaigre, du thé et quelques autres ingrédients. Ce mélange ne provoquait pas de coloration permanente ni de dommages aux dents, mais on dit qu'il sentait très mauvais. Si tu avais des veines très saillantes dans la France d'avant la Révolution, tu pouvais être sûr d'attirer l'attention. Les veines bleues étaient considérées comme un signe de noblesse et symbolisaient les privilèges. À l'époque, les femmes utilisaient des crayons bleus pour colorer les contours de leurs veines, par exemple sur leurs mains. La reine Élisabeth Ier a probablement été la pionnière de la tendance consistant à peindre son visage pour lui donner l'air blanc et fantomatique. Comme déjà mentionné, les gens avaient l'habitude de se maquiller le visage en blanc à différentes époques. Mais ceux qui vivaient au XIXe siècle sont allés encore plus loin, en utilisant des galettes d'arsenic. L'arsenic élimine en effet les globules rouges dans le corps, ce qui permet d'obtenir une peau plus blanche. Mais cette pâleur avait un prix élevé. Les gens pouvaient souffrir d'hémorragies internes, de perte de cheveux, de cécité et d'autres troubles graves. De même, le look tuberculeux était célèbre chez les Victoriens. Cette maladie entraînait des lèvres rouges, des tailles fines et une peau pâle. Il existe une plante vénéneuse appelée belladonna, qui signifie « belle femme » en italien. Les femmes l'utilisaient pour dilater leurs pupilles afin que leurs yeux paraissent plus sombres et plus expressifs. C'est de là que vient le nom de la plante. Au Moyen-Âge, on admirait les fronts larges. Les gens s'épilaient les cils et les sourcils, ainsi que la racine des cheveux, pour la faire reculer davantage vers l'arrière de leur tête. Ils croyaient qu'un front haut les faisait ressembler à un bébé. Et comme les bébés étaient innocents et purs, ils voulaient leur ressembler. Espérons qu'ils n'ont pas imité d'autres habitudes des bébés. Marie Curie a découvert la radioactivité en 1898. Ses travaux ont changé beaucoup de choses dans le monde médical. Les fabricants de cosmétiques ont voulu profiter de cette découverte. C'est pourquoi ils ont commencé à utiliser les radiations dans leurs produits. Ils se sont jetés dessus avant d'analyser les effets qu'elles pouvaient provoquer. Dans les années 1920 et 1930, certaines entreprises ont fait de la publicité pour des crèmes, des savons et des produits de beauté radioactifs. Oui, c'est difficile à croire aujourd'hui. Leurs phrases choc comportaient des expressions comme « revitalise la peau » et « énergie lumineuse ». Et pour finir, voici deux derniers faits qui font froid dans le dos. De fossiles étaient autrefois cousus dans les paupières, et les corsets des XVIIIe et XIXe siècles étaient si serrés qu'ils transformaient le squelette des femmes. Ces tendances nous paraissent aujourd'hui bizarres et cruelles, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des coutumes, des traditions et de l'apparence. Peut-être que dans 100 ans, les gens du futur se retourneront vers nous et diront la même chose des pratiques de beauté du XXIe siècle. Tu as eu ta dose de folie ou tu veux en savoir plus sur les tendances effrayantes du passé? Réponds-nous dans les commentaires. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient de lourds bracelets de la taille d'un beignet, des boucles d'oreilles géantes et des colliers sertis de perles et de pierres. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils trouvaient la force de supporter le poids de tous ces bijoux. Ils ont aussi inventé les perruques. Certains anciens Égyptiens n'avaient probablement pas envie de se coiffer tous les matins. Il suffisait donc de se raser la tête, d'enfiler une perruque et d'arriver au travail à l'heure. Certaines perruques contenaient d'ailleurs aussi des bijoux. La plupart des vêtements égyptiens étaient en lin, ce qui n'est pas surprenant vu les températures qui règnent là-bas. Mais même s'ils portaient des vêtements assez simples, leurs bijoux devaient être voyants. Riche ou non, un grand collier était indispensable. S'ils voulaient faire tourner les têtes, ils devaient être en or, mais les métaux moins coûteux étaient aussi populaires. Regarde de plus près ces peintures égyptiennes. Tu vois ces cônes aux formes étranges qui sortent de la tête des personnages? Ce cône était fait d'un mélange de cire et d'huile. Et il était censé fondre sous l'effet de la chaleur du corps, afin de répandre des huiles odorantes partout.
Cléopâtre avait un maquillage caractéristique au niveau des yeux, et les Égyptiens ont probablement été les premiers à inventer le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la bouse de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne sentait probablement pas si bon que ça, mais au moins c'était plus sûr que les eyeliners toxiques au plomb que les gens ont ensuite utilisés. Tout était naturel. Les Grecs anciens ont piqué quelques idées de style à leurs voisins égyptiens, mais ils portaient des habits en laine, beaucoup plus chauds. Leurs vêtements n'étaient pas disponibles dans beaucoup de couleurs, ils étaient blancs la plupart du temps. Mais si quelqu'un voulait vraiment porter une tenue colorée, il devait l'atteindre lui-même avec des insectes. Ce n'est pas seulement un truc du passé. Chaque fois que tu manges un bonbon enrobé de sucre, souviens-toi qu'une partie du colorant pourrait provenir de scarabées. C'est la même chose pour ton rouge à lèvres d'ailleurs. Si tu étais un Grec ancien riche, tu pouvais acheter du coton. De là à savoir si tu es aussi élégant qu'un noble grec ancien avec ton t-shirt en coton, c'est une autre histoire. Tu prends probablement pour acquis cette étagère de chaussures que tu ne portes jamais. Mais pour un Grec ancien, les chaussures étaient un privilège. Il marchait la plupart du temps pieds nus. Tout comme les Égyptiens, les Grecs adoraient les perruques. Elles étaient principalement faites de cheveux naturels. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les gens poudraient leurs perruques en essayant de leur donner une senteur de lavande ou d'orange. À cette époque, le savon n'existait pas vraiment. Alors, une perruque poudrée était très pratique lorsque les gens avaient besoin de couvrir des odeurs indésirables. Les vêtements de la Rome antique étaient assez semblables à ceux portés en Grèce. Il y avait deux principaux types de vêtements, les toges et les tuniques. Les tuniques étaient portées par tout le monde, tandis que seuls les citoyens nobles pouvaient porter des toges par-dessus leurs tuniques. Les toges étaient extrêmement larges et pouvaient atteindre 5,50 mètres de long. Il était donc impossible de les enfiler sans l'aide de quelqu'un. Si tu n'étais pas le genre de femme qui aime faire la vaisselle, tu aurais aimé porter une robe avec des bliots. Il y a plusieurs siècles, les femmes portaient des vêtements aux manches ridiculement longues pour montrer à quel point elles étaient nobles. Imagine-toi en train de laver le sol avec 15 cm de manches supplémentaires. Même si ces manches limitaient beaucoup les mouvements, elles étaient très tendance dans la France médiévale. Il y a des centaines d'années, beaucoup d'Européens portaient des chaussures que l'on trouverait aujourd'hui ridicules. Ces chaussures avaient une caractéristique unique, des bouts pointus extrêmement longs. Plus la personne était noble, plus les pointes étaient longues. Mais si elles étaient trop longues, elles commençaient à s'affaisser. Alors, les gens les rembourraient avec de la mousse ou même du crin de cheval, ce qui les faisait ressembler à d'énormes becs. À l'époque, les femmes avaient aussi leur mode. Par exemple, elles se rasaient les sourcils. Le front était le trait du visage à la mode à l'époque, et elles voulaient qu'il se démarque. En Angleterre aussi, certaines modes de l'époque sembleraient déroutantes aujourd'hui. De nos jours, les gens sont capables de dépenser des milliers d'euros pour rendre leur sourire parfait, blanc et brillant. Mais à l'époque de l'Angleterre des Tudors, les femmes noircissaient artificiellement leurs dents pour paraître riches. Le sucre était difficile à trouver, et seuls les plus riches pouvaient se le permettre. On croyait donc que plus on était riche, plus on pouvait manger de sucre et plus les dents devenaient noires. Si tu as déjà de fausses dents noires et que tu veux adopter le style Tudor jusqu'au bout, essaye ce look. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes remplissaient leurs manches de coton, de laine et de sciure de bois. Il s'agissait en fait de faux muscles, comme ce t-shirt que tu peux aujourd'hui te procurer pour aller sous ton costume de Superman. Plus les manches étaient rembourrées, plus tu avais l'air fort. Certains hommes rembourraient la zone de leur mollet et même leur ventre, juste pour avoir l'air plus musclé. Maintenant, ajoute une collerette autour de ton cou, soutenue par un corset en métal pour que tout soit bien serré. Et voilà, tu es un vrai Tudor. Si tu étais né à Venise au XVIe siècle, il te fallait des chopines. Ces chaussures à l'aspect inconfortable ont été créées pour marcher dans la boue, mais la vraie raison pour laquelle elles sont devenues populaires, c'est l'Instagram vénitien d'il y a 500 ans. Les chaussures te faisaient paraître plus grand. Or, plus tu étais grand, plus tu étais important. Les fashionistas de l'époque faisaient peindre des portraits d'elles-mêmes alors qu'elles portaient ces chaussures. Déjà à l'époque, il fallait rendre ses amis jalouses. Le macaroni n'est pas seulement le meilleur ami du fromage. C'est aussi une façon de s'habiller qui signifiait que tu avais une sacrée classe. Si tu veux adopter le style macaroni, voici ce qu'il faut faire. Vivre au milieu du XVIIIe siècle, avoir une perruque d'une taille extrêmement exagérée, avec un tout petit chapeau et une plume sur le dessus,
Porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures, porter un pantalon le plus serré possible. Idéalement, il devait ressembler à un legging. Mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Complète le tout avec une canne de marche. Et maintenant, prépare-toi à ce qu'on se moque de toi pendant les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Au XIXe siècle, les choses ne sont pas devenues moins excentriques. Les robes à volants excessivement larges étaient à la mode, mais malheureusement, elles prenaient feu souvent. Des tests ont révélé que ce type de robe pouvait être réduit en cendres en moins d'1 minute. Les chaussettes étaient fabriquées avec de l'aniline, une matière qui pouvait être très nocive. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient du mercure pour coller la fourrure ensemble afin de fabriquer du feutre. Les personnes qui les portaient inhalaient donc des gaz toxiques en permanence. Un autre ingrédient toxique largement utilisé était l'arsenic. Dans l'Angleterre victorienne, les vêtements verts étaient obtenus par de longs traitements chimiques avec de grandes quantités de teinture toxique. Mais au moins, les robes vertes étaient extrêmement chères, donc seuls les riches y étaient exposés. Pour compléter le look, les stylistes recommandaient de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus en vogue à l'époque. L'acide sulfurique fonctionnait le mieux et pouvait rendre plus clairs même les cheveux les plus noirs. Donc, pour résumer, les gens se mettaient délibérément des toxines et du poison partout sur eux. Les femmes victoriennes portaient des robes qui les empêchaient quasiment de s'asseoir ou de marcher. Elles portaient de lourdes crinolines, en gros une cage qui faisait paraître leur robe plus grande, et des corsets en métal avec un rembourrage en crin de cheval. Les hommes de l'époque victorienne n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Ils épinglaient des cols amidonnés et indéformables à leurs chemises, et les choses pouvaient devenir assez sérieuses s'ils s'endormaient accidentellement en les portant. Nous sommes maintenant au XIXe siècle aux États-Unis et ils utilisent aussi de l'arsenic dans leurs cosmétiques. Les fabricants promettaient que leurs produits aideraient à se débarrasser de toutes les imperfections du visage. La quantité d'arsenic qu'ils ajoutaient aidait effectivement à éclaircir la peau et à la rendre plus pâle. Mais les fruits et les légumes auraient fait le même travail sans être aussi nocifs. La crème radioactive ne semblait pas absurde au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes les rides et te faire paraître au moins 20 ans plus jeune. Mais la pire tendance de mode du début du XXe siècle était sans doute la jupe clopinante. Elle était conçue pour que tes jambes soient presque attachées ensemble. On pensait que cela les rendait plus fines. Et c'était aussi un excellent moyen de réduire les coûts en utilisant moins de tissu. Eh bien, que ne ferait-on pas pour être beau ? Oh oh, tu n'as pas entendu le réveil. Tu es en retard pour le travail. Super. Tu n'as pas le temps de choisir tes vêtements, tu saisis n'importe quoi. Habituellement, tu alternes entre plusieurs pulls et pantalons, même si tu es en retard. Mais aujourd'hui, du coup, tu choisis la première chose qui te tombe sous la main. Et tu arrives à prendre le bus, bravo. Tu sors dans la rue et tu ne remarques pas tout de suite que quelque chose est, disons, un peu bizarre. Une femme passe devant toi, portant une tasse de café. Elle porte un jean, des chaussettes, des sandales et un vieux pull. Ces vêtements ne vont pas vraiment ensemble. C'est étrange car tu la connais bien, elle porte habituellement des vêtements élégants. À ce moment précis, un homme, vêtu d'une chemise de nuit et de baskets, monte dans ton bus. Une vieille dame passe en pantalon gris, veste rose et bandana de motard. Tout le monde est habillé si bizarrement. Tu le remarques, mais peu importe. Pour une raison quelconque, tu ne te soucies pas vraiment de ça. Tu sors ton téléphone. Le nouveau design de ton étui de téléphone te semble soudainement assez moche. Il est volumineux et tient à peine dans ta main. Ce n'est pas du tout pratique. Alors tu jettes l'étui à la poubelle. Tu as dépensé 500 $ pour l'acheter. Mais à quoi tu pensais ? Au travail, tu constates que la jolie plante de bureau a été déplacée. Elle se trouvait auparavant près de la fenêtre et s'intégrait parfaitement dans le décor intérieur. Maintenant, elle traîne dans un coin et il y a plus d'espace libre près de la fenêtre. Plusieurs affiches tape à l'œil de films ont également disparu. Ton jeune patron, qui était toujours habillé au goût du jour, a maintenant l'air ordinaire. Pull gris, pantalon gris, basket. C'est alors que tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Tu ouvres ton ordinateur portable et vérifies le marché boursier. L'économie a beaucoup changé au cours des dernières heures. Les actions de grandes marques et de maisons de mode ont chuté. Pour une raison quelconque, il s'est passé quelque chose dans le cerveau humain. Et maintenant, les neurones responsables de ton sentiment d'individualité et d'identité personnelle ne fonctionnent plus comme avant. Les designers, responsables des vêtements, des sites web, des meubles, des voitures, voient leur travail soudainement dénué de sens.
Partout dans le monde, les gens sortent dans la rue avec les vêtements qui se trouvent sur le haut de leur pile de linge propre. Plus besoin de rester des heures devant l'armoire pour choisir la tenue parfaite pour la journée. Tu veux juste être à l'aise. Dans les premiers mois qui suivent la disparition de la mode, le monde commence à se débarrasser de milliers de tonnes de vêtements, de chaussures, d'affiches, de bibelots inutiles, de tas de choses. Tu n'as plus besoin d'avoir 10 t-shirts, 15 robes ou 8 pantalons. Tu gardes 2 ensembles de vêtements les plus simples et tu te débarrasses de tout le reste. Les placards, ils sont inutiles. Tu peux ranger tous tes vêtements sur une chaise à côté de ton lit. Tout à coup, tu as un dressing entier que tu peux transformer en rien en fait. Les expositions d'art contemporain, les productions théâtrales originales et tous les aspects de la vie de la mode, ces choses n'intéressent soudainement plus personne. Un défilé de mode semble être une façon bizarre de passer un vendredi soir et les gens n'y vont plus. Tout le monde devient un peu plus riche. Personne ne se donne plus la peine d'économiser pour une voiture coûteuse. L'essentiel est qu'elle fonctionne, rien d'autre. Tous ceux qui avaient acheté une deuxième voiture de luxe pour la montrer au pique-nique du patron, la revendent à bas prix. Les constructeurs automobiles arrêtent de peindre leurs voitures, ils les équipent d'un intérieur pratique et du gris standard d'usine. Du coup, se souvenir de où est garée sa voiture après le cinéma est devenu un gros problème. Les confectionneurs de vêtements créent de nouveaux styles, des combinaisons décontractées vert foncé pour toutes les occasions. Elles sont dotées de poches, d'une capuche amovible et d'une doublure en fausse fourrure également amovible. Tu peux la porter n'importe quel jour de l'année. Tout le monde commence à se ressembler. Les vedettes du sport cessent de promouvoir les marques de vêtements, les collectionneurs de baskets se débarrassent de centaines de paires de chaussures en édition limitée. Plus personne ne fait de commentaires sur les autres dans leur dos. Et cela n'a pas d'importance si tu es riche ou pauvre. Les gens ne se contentent pas de se ressembler, ils deviennent aussi plus égaux. Plus de code vestimentaire nulle part, c'est génial. Désormais, les gens n'achètent de nouveaux vêtements que si leurs anciens sont déchirés ou si quelque chose se déchire. Les gens économisent beaucoup d'argent et les comptes bancaires se renflouent. De plus, cela permet d'économiser un grand nombre de ressources naturelles. Des milliards de litres d'eau étaient auparavant gaspillés chaque année pour la mode. Il faut 6800 litres d'eau pour fabriquer un jean. Les engrais, les pesticides pour la culture du coton et les produits chimiques pour la fabrication des teintures, tout cela appartient au passé. De plus, l'humanité utilise moins d'eau simplement en lavant moins de vêtements. La Terre en est reconnaissante. La mode ne se limite pas aux vêtements, aux voitures et aux chaussures. Le mode de vie des gens et leur sens du style changent également. Disons que tu as l'habitude d'aller dans un café chic tous les jours, de prendre une tasse de café et de t'arrêter pour voir la nouvelle exposition d'un artiste abstrait ou quelque chose du genre. Tu n'aimes même pas les peintures, mais tu y vas quand même parce que tout le monde dit que ça change la vie. Tu veux qu'on te voie là-bas. Ensuite, tu vas à un cours de pilates et tu publies un article à ce sujet. Sans que tu le réalises, une partie de ton style de vie a été dictée par la mode. Elle t'a influencé. Maintenant, tu es libre d'être vraiment toi-même. Est-ce que tous tes amis parlent d'un nouveau film génial ? Il y a un an, tu aurais couru au cinéma le soir même, mais maintenant, tu ne t'en donnes plus la peine. Ce genre de film n'est pas vraiment ton truc de toute façon. La mode peut également te priver de ton individualité. Si tu es une personne créative et farfelue par nature, tu ne pourras plus t'exprimer avec un costume de créateur. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde porte les mêmes choses que les autres, mais ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est beau, mais parce que c'est confortable et pratique. L'opinion des autres ne t'affecte plus. Tu es guidé par tes propres instincts et tu commences à te faire confiance plus que jamais. L'industrie musicale est en pleine mutation. Les artistes ne suivent plus les tendances, de nouveaux genres sont inventés chaque semaine. Mais les grands studios de musique ne se portent pas bien. Le monde virtuel est en pleine mutation. Tu ouvres tes médias sociaux et tout est différent. Les gens ne s'intéressent plus à la mode et soudain, ils n'aiment plus les hashtags et les défis viraux. Les gens ne passent plus leur temps à créer le selfie parfait avec le meilleur arrière-plan, le meilleur filtre, le meilleur angle. Non, les gens commencent à poster des photos de leur vie normale, sans Photoshop. On dirait que bientôt, les médias sociaux ne seront plus utilisés que par les personnes qui gèrent des entreprises qui vendent des produits essentiels. Les gens ordinaires ne postent plus de photos pour obtenir des likes. C'est un nouveau monde étrange. Personne ne va camper devant le centre commercial pour acheter le tout dernier téléphone. Je veux dire, celui que tu as est déjà assez bien. Toutes ces industries technologiques perdent beaucoup d'argent.
Les vidéos les plus populaires sur YouTube sont celles qui traitent de l'actualité, des astuces de vie, des conseils pratiques pour réparer des choses à la maison, de la santé, de la nutrition, ce genre de choses. Les blogueurs de mode perdent des millions d'abonnés chaque jour et tout devient moins chic, moins élégant, moins cher. Personne ne dépense de l'argent pour rendre sa dernière vidéo encore plus sophistiquée. Exposer les faits, c'est tout ce que les gens veulent maintenant. Le monde est devenu beaucoup moins glamour, mais les gens sont beaucoup plus compétents pour toutes sortes de choses utiles. Après quelques générations, les gens ne se contentent plus de porter les mêmes vêtements et chaussures, de conduire les mêmes voitures et de construire des maisons dans le même style. Ils commencent à penser et à parler de la même façon. Dans tous les domaines de la vie, il y a beaucoup moins de choix qu'avant. Et par conséquent, l'imagination, la créativité, l'originalité, tout cela a disparu. Les gens ne savent même plus ce que signifie le mot diversité et il est ridiculement facile de prédire comment chacun va réagir, ce qu'il va dire. Il n'y a plus beaucoup de mystère dans le monde. L'humanité se concentre désormais sur l'aspect pratique, ce qui rend la vie de chacun beaucoup plus ennuyeuse. Avec la mode, les autres formes de divertissement ont également disparu. Les films, la musique, les livres, tout a disparu. Tout ce qui compte, ce sont les compétences de vie, la nourriture et avoir un toit au-dessus de ta tête. La vie est redevenue simple. Les gens commencent à agir comme une espèce totalement différente, plus comme des fourmis. Bien sûr, les personnes deviennent moins uniques, mais elles commencent aussi à travailler ensemble beaucoup mieux et à créer d'incroyables projets internationaux. Très vite, chaque personne sur Terre a l'électricité, Internet et l'eau courante. Le monde entier travaille en harmonie, comme une colonie de fourmis géantes. Eh bien oui, il s'avère qu'il y a une véritable raison pour laquelle la reine porte des couleurs vives plutôt que des tons neutres. Elle le fait pour être visible. De toutes les couleurs, la plus utilisée par la reine est le bleu, qui apparaît dans au moins 29% de ses engagements, suivi des notes florales, qui représentent 13%, tandis que le vert et la couleur crème sont à égalité en 3e position, avec 11% chacune. La reine a un sens très particulier du style. Elle adore les chapeaux, ses sacs à main noirs à poignée supérieure sont généralement assortis à ses chaussures de ville et elle porte souvent des gants pour ses différents événements. De temps à autre, elle choisira un ensemble sombre pour une occasion particulière ou une veste verte olive pour une promenade à cheval dans le parc du château de Windsor. Sophie, la comtesse de Wessex, explique le penchant de sa belle-mère pour les teintes arc-en-ciel. Elle doit se démarquer pour que les gens puissent dire qu'ils ont vu la reine. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elle se présente quelque part, certains veulent pouvoir dire qu'ils ont vu un bout du chapeau de la reine lorsqu'elle est passée. C'est quelque chose que sa petite belle-fille Kate, la duchesse de Cambridge, a déjà commencé à imiter. Lors de la tournée royale au Canada en 2016 par exemple, Kate a été repérée portant du rouge vif à plusieurs reprises, encore une fois pour permettre à la foule de bien la voir. Les choix de mode des membres de la famille royale peuvent avoir un grand impact social, puisque les vêtements qu'ils portent se vendent souvent rapidement. La reine porte toujours son petit sac à main noir. Elle est connue pour utiliser l'emplacement de son sac pour envoyer des signaux personnels, par exemple lorsqu'elle souhaite mettre fin à une conversation avec quelqu'un. Sa Majesté déplace son sac à main d'une main à l'autre pour indiquer qu'elle est prête à arrêter de parler à la personne. Elle le pose sur la table lorsqu'elle souhaite quitter un événement. La reine ne voyage plus autant qu'avant, mais elle accueille toujours des invités de marque du monde entier. Ses vêtements contiennent souvent des ajouts subtils liés au pays de l'invité, en signe de respect. Pour une tournée au Canada en 2010, les couturiers ont conçu une robe ornée de feuilles d'érable en cristal et une veste avec des revers présentant un motif conçu par un chef indigène. Lors d'un voyage à Abu Dhabi, ils ont ajouté des perles à un manteau pour refléter les murs de la mosquée qu'elle devait visiter quand elle le porterait. La reine est souvent vue avec une paire de gants, non seulement parce qu'elle aime le style, mais aussi pour se protéger. Lors d'événements publics, elle salue les gens et serre de nombreuses mains. Les gants la protègent donc de l'exposition aux germes. La duchesse Kate Middleton a porté différentes couleurs vives lors d'appels virtuels tout au long de l'année 2020. Ce qui, selon certains, est sa façon de montrer son soutien au National Health Service du Royaume-Uni. Depuis le début de l'année 2020, l'arc-en-ciel est utilisé pour symboliser la solidarité envers les travailleurs de la santé en première ligne. Lorsque la princesse Elisabeth a épousé le prince Philippe en 1947, sa robe de mariée a été conçue pour être un symbole de la nation. Comme la Grande-Bretagne était alors encore en plein rationnement de nourriture et de vêtements, l'intention était d'envoyer un message de renouveau national.
Au lieu de montrer des tissus luxueux, le couturier royal Norman Hartnell a privilégié une robe ornée de guirlandes de fleurs printanières qui aurait été inspirée par le tableau de Botticelli, Allégorie du printemps. La reine est célèbre pour ses chapeaux aux couleurs vives et audacieuses, qu'elle porte souvent lors de ses engagements officiels. L'étiquette du code vestimentaire stipule en effet que les femmes portent des chapeaux pour les événements formels. Jusque dans les années 1950, il était très rare de voir les femmes sans chapeau, car il n'était pas considéré comme approprié pour elles de montrer leurs cheveux en public. Mais tout cela a changé et les chapeaux sont désormais réservés à des occasions plus formelles. En tant que monarque, régnant depuis le plus longtemps en Grande-Bretagne, la reine est extrêmement admirée. Son image symbolise la tradition et la paix pour le peuple britannique. Des couleurs vives comme le jaune, le rouge pourpre profond, le vert soyeux et le bleu majestueux rendent sa garde-robe si distincte. Des livres entiers sont consacrés à la description de chaque tenue. Le goût de la monarque pour des palettes de couleurs vives est un signe de respect pour ceux qui prennent le temps de venir la voir en personne. Au cours de ses 60 ans de règne, la reine a réuni de nombreux collaborateurs, mais peu d'entre eux se sont vus confier la tâche de tailleur royal. Les créateurs britanniques ont tous contribué à développer son style, en évitant les tendances qui peuvent rapidement se démoder. Lorsqu'elle porte une tenue sombre, sa tenue est accompagnée d'un collier de perles à 3 rangs et d'une broche ancienne étincelante sertie d'or ou d'argent. Elle porte généralement son sac à main dans le creux de son coude. En 2016, lorsque le couple présidentiel américain est arrivé au château de Windsor pour rencontrer Sa Majesté pour la 3e fois, la reine portait une écharpe en soie attachée sous le menton. Un trait caractéristique de ses tenues plus décontractées. Toujours stratégique, le style de la reine montre qui est le peuple britannique tout en offrant une poignée de main ferme aux dirigeants des autres pays. En 2011, Sa Majesté a visité la République d'Irlande. Elle était le premier monarque britannique à entrer dans le pays depuis un siècle. Elle est arrivée à Dublin vêtue d'un manteau vert et d'un chapeau assorti, la couleur nationale de l'Irlande. Plus tard, au cours de la visite, elle a porté une robe blanche en soie, décorée de plus de 2000 trèfles cousus à la main, et d'une broche en forme de harpe irlandaise. Certes, la reine Elisabeth a beaucoup de tenues et de chapeaux impressionnants, mais as-tu déjà remarqué ses chaussures ? Les souliers de la reine sont évidemment aussi soigneusement confectionnés et entretenus qu'on peut l'imaginer. Mais les chaussures de travail de la reine sont quelque chose qu'elle porte depuis plus d'un demi-siècle. Chacune des paires de chaussures de la reine est fabriquée par une équipe dévouée comprenant un coupeur de patron, une personne chargée de sélectionner le cuir, une autre qui coud la partie supérieure de la chaussure et la rigidifie, et un confectionneur qui termine le tout par une semelle et un talon. Ces chaussures sont fabriquées à partir du meilleur cuir de veau. Et avant que celles-ci puissent être portées correctement, un essayage final aura lieu à Buckingham Palace. On dit que la reine en garde 10 paires en permanence, dont du cuir noir uni, entre autres. Elles sont toutes teintes à la main et imperméables. Pas de basket ici. La reine compte sur ses chaussures pour ne pas glisser et tomber facilement. Lorsqu'elle était jeune femme, elle portait souvent des chaussures avec un talon plus fin et plus haut, mais depuis plus de 50 ans, le même style de talon bas lui permet d'avoir une démarche sûre et agile. La reine semble avoir une réserve inépuisable de manteaux, de chapeaux et de robes dont on parle beaucoup lorsqu'elle fait une apparition publique. Comme tout le monde, elle se lasse un jour ou l'autre de certains articles de sa garde-robe. Les vêtements de la reine sont une source constante de commentaires dans les médias et elle peut porter une tenue favorite pendant des années. Lorsqu'elle finit par s'en lasser, elle la remet à l'un de ses habilleurs qui peut soit la porter, soit la vendre. Malheureusement, personne ne sait si un article a appartenu à la reine. Toutes les étiquettes doivent être retirées et tout ce qui pourrait permettre d'identifier que l'objet provient de la royauté est détruit. Comme les articles sont vendus, des vêtements royaux ont déjà été mis en vente au grand public, mais personne ne s'en doutait. De nombreux vêtements de la reine sont conçus et fabriqués au palais par Angela Kelly et son équipe. Kelly fait des croquis d'au moins 4 motifs différents pour une pièce de tissu particulière, parmi lesquels la reine peut choisir. Après les entretiens avec la reine et l'habilleuse, Kelly produit un dessin technique à partir duquel le motif est découpé. Tout est taillé et façonné pour correspondre à un mannequin fabriqué à la taille de la reine. Des détails qui sont gardés top secret. Le prototype est ensuite réalisé à partir d'un coton brut, ce qui permet d'affiner le dessin avant la découpe du tissu final. Les séances d'essayage durent généralement une demi-journée. 4 ou 5 tenues sont ajustées à chaque séance afin d'optimiser le temps. Jusqu'à 12 personnes travaillent au service de la garde-robe de la reine pour les grandes occasions, dont 3 couturiers, un modiste et 4 habilleurs. Leur travail consiste à aider la reine à s'habiller et à conserver ses vêtements en parfait état. Oui, il est bon d'être la reine. Selon la pratique de l'acupuncture chinoise,
Les terminaisons nerveuses de notre cuir chevelu sont connectées à celles de nos doigts. Ainsi, chaque fois que tu frottes tes ongles l'un contre l'autre, cela stimule la croissance des cheveux car cela permet d'augmenter le flux sanguin. Le frottement des ongles aide également à stopper la chute des cheveux. Il faudra peut-être 3 à 6 mois pour obtenir des résultats visibles, mais l'essentiel est de le faire régulièrement. Étonnamment, ce simple geste peut même empêcher l'apparition précoce de cheveux gris. Tout cela grâce à l'augmentation du flux sanguin. Un autre changement positif que tu peux remarquer si tu pratiques le frottement des ongles quotidiennement est que les follicules qui n'étaient plus actifs revivent au sens littéral du terme. Ne t'attends pas à un changement dès le lendemain que tu as commencé. Ce processus est long, jusqu'à 9 mois, mais les résultats en valent la peine. Voici comment procéder. D'abord, forme un demi-point. Les pouces doivent être tournés vers l'extérieur. Maintenant que les ongles se touchent, frotte-les vigoureusement pendant 5 à 10 minutes. On appelle cela le balayam yoga. Et cela fonctionne à merveille si tu le fais correctement. Si tu aimes vraiment le yoga, essaye ces asanas qui aident aussi à faire pousser tes cheveux. Le meilleur d'entre eux est probablement la posture de la pince debout. Tiens-toi droit et assure-toi que tes jambes soient proches l'une de l'autre. Inspire et pendant que tu expires, penche-toi en avant et lève tes mains. Dans l'idéal, tes doigts devraient toucher le sol, mais ceux qui viennent de commencer à le pratiquer ne parviendront peut-être pas à le faire. Ce n'est pas grave, plus tu pratiques, plus tu es souple. Si tu peux, place tes mains derrière tes talons, respire normalement et maintiens cet asana. Non vraiment, lorsque tu es prêt à te pencher vers le haut, inspire et fais-le lentement. Échauffe-toi toujours avant d'essayer cet asana. La posture de la montagne peut être un bon début pour la séance de yoga et elle permet également de renforcer tes cheveux. Le secret ici est de garder les pieds joints tandis que les bras doivent être alignés avec le torse. La respiration est essentielle. Tu étires le corps en inspirant et en expirant, tu ramènes les omoplates à leur position normale. Même si c'est assez simple, cela implique les principaux muscles et aide le système digestif qui fournit des nutriments aux cheveux. Une mauvaise digestion et le stress provoquent souvent la chute des cheveux. La posture du diamant aide à réduire le stress et à assainir ton intestin. Pour essayer, assieds-toi sur le sol bien droit et étire tes jambes. Veille à ce que tes talons soient bien joints. Place tes mains sur tes côtés, elles doivent être tournées vers le sol. Les jambes doivent être pliées maintenant. Ensuite, pose tes mains sur les cuisses. Détends-toi et respire profondément. Lorsque tu es prêt à terminer l'asana, reviens à la position initiale et étire tes jambes. À propos, c'est la seule asana qui peut être pratiquée après un repas. Une autre asana qui aide ton sang à circuler jusqu'au cuir chevelu est la posture de l'équerre. C'est très simple. Allonge-toi sur le sol et place tes mains sur le sol, les bras le long du corps, étire ton corps puis lève lentement tes jambes. L'angle idéal est d'environ 45-60 degrés. Il peut être assez difficile de les maintenir ainsi, mais tu devrais essayer de le faire pendant au moins 1 minute. La circulation sanguine est vitale pour ton cuir chevelu, car elle le nourrit. S'il est nourri, les cheveux poussent rapidement et ils ne seront plus aussi secs. Le yoga est une excellente méthode, mais il existe d'autres moyens de faire pousser tes cheveux naturellement. L'huile de lavande est excellente pour cela. Elle peut même t'aider à lutter contre la chute saisonnière des cheveux. Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou à ton après-shampoing et tu verras la différence. N'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille. Il y a de fortes chances que l'huile se sépare tout simplement. Et ne la frotte jamais directement sur le cuir chevelu. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Le thé à la camomille peut également contribuer à lutter contre la chute des cheveux si tu les rinces avec, après les avoir lavés normalement. Elle réduit aussi les poches des yeux lorsqu'elle est utilisée sur un coton. Elle convient aussi à ceux qui veulent se calmer et aide même à soigner les griffures de ton chat s'il a été un peu agressif en jouant avec toi. C'est grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ne sous-estime pas les gommages pour le cuir chevelu car ils favorisent vraiment la circulation sanguine. La plupart de ceux que l'on trouve dans le commerce sont à base de sel, mais il peut être assez agressif pour les peaux sensibles. Essaye donc de faire ton propre gommage en mélangeant 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à café de vinaigre, idéalement à base de pommes. Tu peux aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, lavande, romarin, orange, mais assure-toi de ne pas y être allergique. Un test épicutané est donc fortement recommandé. Applique ce mélange sur ton cuir chevelu et masse pendant quelques minutes. Ensuite, lave tes cheveux comme d'habitude. Utilise ce produit 1 fois toutes les 1 ou 2 semaines. L'huile de noix de coco peut également être d'un grand secours pour les pointes abîmées.
Si tu as l'impression que, quelle que soit la longueur de tes cheveux, ils ne continuent plus à pousser, cela signifie qu'ils sont cassés aux pointes. Non seulement cette huile prévient les problèmes de cassure, mais elle hydrate et adoucit également tous les types de cheveux. L'aloe vera est un autre remède naturel. Il est vraiment utile, non seulement pour tes cheveux, mais aussi pour ta peau. Il apaise parfaitement et aide à stopper la chute des cheveux. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre du gel d'aloe vera sur tes cheveux et ton cuir chevelu et de le laisser reposer pendant un certain temps. Un simple bonnet de douche peut rendre tes cheveux d'une beauté incomparable. Il suffit de l'enfiler et de le laisser agir toute la nuit ou au moins pendant quelques heures. La chaleur s'accumule dans cette sorte de serre sur ta tête, ce qui augmente la production de sébum. Tu devras les laver le lendemain matin, mais cela en vaut la peine car le sébum nourrit les cheveux comme rien d'autre. La chaleur n'est cependant pas toujours bonne pour tes cheveux. Laisse-les parfois se reposer des appareils de coiffure et privilégie le séchage à l'air libre. Cela prend plus de temps et le résultat n'est probablement pas aussi beau que lorsque tu te coiffes avec un sèche-cheveux ou un lisseur. Mais les cheveux ont besoin de ces pauses de temps en temps. La façon dont tu dors compte aussi beaucoup. Si tu as un oreiller super confortable, assure-toi de changer souvent ta taie. Elle accumule un tas de germes qui peuvent nuire à ta peau et à tes cheveux. Tu peux aussi essayer une taie d'oreiller en soie. Elle n'étire ni ta peau, ni tes cheveux. Elle dessèche moins les cheveux et la peau car la soie absorbe moins d'humidité que le coton. Si démêler tes cheveux secs au réveil te semble être une routine matinale normale, tu devrais essayer de dormir sans oreiller pour le bien de ta chevelure. Tu te tournes et te retournes toute la nuit. Chaque fois que tu te retournes dans ton lit en faisant un cauchemar ou en essayant de t'endormir, tu frottes tes cheveux contre la taie d'oreiller, ce qui provoque des cassures. Pour ce qui est des cheveux, il est déconseillé de s'endormir alors qu'ils sont encore mouillés. Non seulement cela abîme les cheveux et les emmêle, mais ce n'est pas hygiénique. Chaque fois que tu te laves les cheveux, fais un massage vigoureux de ton cuir chevelu. Cela n'a rien de compliqué. Frotte simplement tes doigts contre ton cuir chevelu dans un mouvement circulaire. Plus tu frottes le cuir chevelu sous la douche, mieux c'est. Il ne s'agit pas seulement du massage, mais aussi de rincer le shampoing. Si tes cheveux deviennent gras très rapidement, cela signifie probablement que tu ne les rinces pas après avoir utilisé un shampoing ou un après-shampoing. La biotine est essentielle à la croissance des cheveux. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'acheter des suppléments. Il suffit parfois d'adapter un peu son alimentation. Si tu ajoutes des œufs, des céréales complètes, du lait, des noix et des protéines maigres, comme la viande à tes repas, cela peut être plus que suffisant. Rappelle-toi que très peu de gens peuvent réellement digérer le lait. Il y a une enzyme spéciale dans notre corps qui décompose les sucres que contient le lait. Quand les gens grandissent, beaucoup d'entre eux n'ont plus cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose et les adultes qui ne le digèrent pas sont intolérants au lactose. Environ 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Le bouillon d'os est une merveilleuse source de vitamines pour tes cheveux et ta peau. Il contient du collagène et de la biotine. De plus, selon la médecine chinoise, les reins gouvernent les cheveux. Et le bouillon d'os peut aider à garder tes reins forts et sains. Peu importe que tu vives dans un climat chaud ou froid, si tu veux avoir de superbes mèches, un chapeau est indispensable. En hiver, les températures négatives endommagent les follicules et tu pourrais accidentellement commencer à perdre tes cheveux. Oh, l'exposition aux rayons directs au soleil n'est pas bonne non plus, car le soleil assèche à la fois les cheveux et le cuir chevelu. Alors, mets ton chapeau. Si tu ne te coupais plus jamais les cheveux, ils pousseraient beaucoup, c'est sûr, mais pas à l'infini non plus. Cela signifie que dans le monde réel, Réponse devrait probablement fournir une échelle à son chevalier. Tu ne pourrais pas non plus essuyer le sol avec tes cheveux, ni t'en servir comme hamac. Il y a 3 parties distinctes dans un cheveu, la cuticule, le cortex et la médula. La cuticule est la couche extérieure, composée d'une sorte de cellules superposées, semblable à des écailles de poisson ou même à des tuiles de toit tournées vers le bas. Cette partie protège les couches internes des dommages potentiels. Les cheveux brillants et sains ont des cuticules plates et lisses. Le cortex est composé de kératine. C'est une protéine fibreuse d'où provient la majeure partie de la force de tes cheveux. Un autre élément important du cortex est la mélanine. Elle détermine si tu auras des cheveux roux, bruns ou d'une autre couleur en fonction de sa quantité. Le cortex peut rester en bonne santé si la cuticule est en bon état et n'est pas abîmée par les traitements chimiques, les conditions climatiques sèches ou difficiles ou d'autres éléments qui peuvent endommager tes cheveux. Et enfin, il y a la médula. C'est le centre du cheveu plus doux et semi-creux, présent uniquement dans les types de cheveux plus épais. Les cheveux fins et blonds ne l'ont pas.
Chacun de tes cheveux possède son propre follicule pileux individuel. Il y a un bulbe pileux à la base de ces follicules qui contient tes cellules capillaires en pleine croissance. Elles se multiplient, se divisent et poussent vers le haut en permanence. Lorsqu'elles se trouvent dans la partie supérieure du bulbe, elles s'organisent en ce que nous nommons communément le cheveu. Les cheveux ont 3 phases de croissance. La première est celle où les cellules du bulbe pileux se multiplient et se frayent un chemin à travers le follicule. C'est à ce moment-là que de nouveaux cheveux poussent, d'environ 1 à 2 cm par mois. La deuxième phase est celle où les cheveux cessent de pousser car les racines sont coupées de ton système circulatoire. C'est pourquoi ils ne sont plus alimentés en sang. Et la troisième est celle où tes cheveux commencent à tomber à raison de 50 à 100 cheveux par jour. Cela semble beaucoup, mais ne t'inquiète pas, lorsqu'un cheveu tombe, ton corps en fait déjà pousser un nouveau. Le fait que tu perdes tes cheveux est la raison pour laquelle ils ont une limite en termes de longueur. De même, sache qu'aucune taille, aucun rasage ni aucune coupe ne fera pousser tes cheveux plus vite. Leur longueur maximale dépend de la durée de la phase de croissance. Plus elle dure longtemps, plus tes cheveux seront longs. Pourtant, nos cheveux et poils ne peuvent pas pousser éternellement. C'est pourquoi leur longueur est différente sur la tête et sur le visage ou le corps. La phase de croissance des cheveux dure environ 2 à 6 ans selon la génétique. Cela explique pourquoi tout le monde ne peut pas faire pousser ses cheveux de la même façon à la même longueur, même avec des shampoings spéciaux ou d'autres méthodes. Bien sûr, prendre soin de tes cheveux et les garder en bonne santé favorise leur croissance, mais tu ne pourras pas faire beaucoup plus que ce qui est inscrit dans tes gènes. Les poils sont plus courts car leur phase de pousse n'est pas aussi longue. Après quelques semaines seulement, le corps envoie des signaux d'arrêt aux follicules pileux de ton corps. C'est pourquoi les poils sont beaucoup plus courts que les cheveux. Les scientifiques pensent que cela se produit parce que les cheveux ont un rôle plus important en matière de protection. La tête est plus sensible et doit être protégée de la lumière directe du soleil ou d'autres conditions extrêmes. Une Chinoise est entrée dans le livre Guinness des records avec une longueur de cheveux de 5,60 m. Ils ont été mesurés en 2004 alors qu'elle avait 44 ans, sachant qu'elle avait commencé à se laisser pousser les cheveux à l'âge de 13 ans. Environ 95% de notre peau est couverte de poils. Oui, les poils peuvent pousser littéralement partout sur notre corps, à l'exception de la plante des pieds, des paumes, des lèvres et des muqueuses. Nous avons en réalité la même quantité de follicules pileux par centimètre carré de notre peau qu'un chimpanzé. La moelle osseuse est le tissu qui se développe le plus rapidement dans notre corps, mais les cheveux viennent juste derrière. Lorsqu'ils tombent, ils repoussent dans la plupart des cas et le font jusqu'à 20 fois au cours de notre vie. Comme dit précédemment, aucun produit soi-disant magique ne peut pousser tes cheveux à pousser plus que ton code génétique ne le permet. Mais tes cheveux poussent un peu plus vite tout de même lorsqu'il fait plus chaud. La chaleur affecte la circulation, ce qui stimule la croissance des cheveux. De même, ils poussent plus vite lorsque tu dors. Les scientifiques n'ont pas toujours pensé que la croissance des cheveux était principalement liée à la génétique. Par exemple, si tu allais voir un médecin du XVIe siècle, il te conseillerait de faire pousser tes cheveux avec un mélange d'huile d'olive, de miel, de safran et de limace bouillie. En moyenne, la tête humaine abrite plus de 100 000 follicules pileux. Imagine si on te donnait 1 euro pour chacun. Tu seras encore plus riche que les follicules pileux de ton corps, puisqu'il y en a 3 à 5 millions. Tu t'es arraché des cheveux par accident ? Pas d'inquiétude, des remplaçants vont commencer à pousser juste après. En fait, 90% de nos cheveux sont toujours en train de pousser et les 10% restants sont au repos. Les cheveux peuvent sembler fins et fragiles, mais ils sont beaucoup plus forts qu'on ne l'imagine. Un cheveu peut supporter un poids allant jusqu'à 3 kg. Cela signifie qu'une chevelure entière peut supporter un poids de 2 tonnes. Comparé à un fil de cuivre de la même épaisseur, nos cheveux sont nettement plus forts. Et ce n'est pas tout, nos cheveux sont définitivement plus élastiques qu'on ne l'imagine. Lorsqu'il est mouillé, tu peux étirer un cheveu jusqu'à 30% de plus que sa longueur normale. Toutefois, ce n'est pas recommandé si tu veux que tes cheveux restent en bonne santé. Si tu ne te rases jamais la barbe, elle peut atteindre plus de 9 mètres au cours d'une vie. Moins de 4% de la population mondiale a des cheveux naturellement roux. A l'inverse, les cheveux noirs sont les plus courants. Tu te souviens de cette substance protéique appelée kératine dans le cortex des cheveux ? Eh bien, la même substance se trouve dans la couche externe de notre peau et de nos ongles. Mais c'est aussi une partie très importante des queues, crinières, sabots ou griffes des animaux. Dans les années 50, seulement 7% des femmes se teignaient les cheveux. Environ un demi-siècle plus tard, ce chiffre est passé à 75%. Ainsi, il a une durée de vie moyenne d'environ 90 à 150 jours. Lorsque tu coupes tes cheveux, cela ne les fera pas pousser plus vite, mais cela aidera au moins à gérer les pointes fourchues. De toute façon, il n'y a aucun moyen de les réparer. L'épaisseur de tes cheveux dépend de la taille du follicule. Tu peux voir la texture des cheveux et les différentes formes de sections transversales qu'ils ont au microscope. Les cheveux bouclés sont ovales, tandis que les cheveux lisses ont plutôt une forme ronde.
Chacun de tes follicules a son propre muscle, son propre nerf et bien sûr, son propre approvisionnement en sang. Lorsque nous avons peur, froid ou que nous sommes excités, nous avons la chair de poule. Cela se produit lorsque les muscles responsables de chaque poil ou cheveu se contractent. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 2 à 7 ans. Nos cheveux sont une véritable réserve d'informations de toutes sortes. L'analyse d'un cheveu ou poil peut en dire long sur la circulation sanguine, les vitamines, les minéraux et tant d'autres choses dans notre corps. C'est la magie de l'ADN. Les follicules sont totalement indépendants les uns des autres, si bien qu'il n'est pas étonnant que tes cheveux ne coopèrent pas toujours quand tu veux coiffer ces mèches rebelles. Le premier shampoing commercialisé est apparu dans les années 30. Avant cela, les gens utilisaient des détergents à base de savon. Les cheveux peuvent absorber l'huile contenue dans l'eau. Nous avons vu que la chair de poule se produit lorsque nous avons froid ou que nous sommes très excités, parce que chaque muscle de chaque cheveu et poil se contracte, ce qui explique pourquoi ils se dressent. Les animaux ont aussi la chair de poule. C'est une caractéristique évolutive qui les aide à rester au chaud. Par exemple, lorsque les animaux qui ont une fourrure ou un pelage plus épais ont froid, les poils se dressent, ce qui crée une isolation thermique. De cette façon, ils conservent leur chaleur corporelle. Les animaux ont généralement des poils denses car ils doivent être imperméables au vent et à l'eau. Par exemple, un morceau de peau de castor de la taille d'un bout de doigt abrite environ 40 000 poils. Une fourrure épaisse pourrait être un problème pour les animaux, car le liquide sous la fourrure pourrait ne pas s'évaporer. Heureusement, l'évolution a fait en sorte qu'ils ne transpirent pas. La période où les poils poussent le plus vite se situe entre 16 et 24 ans. Ces salons de coiffure rétro que tu vois dans les films étaient plutôt populaires à l'époque. Mais après l'essor des rasoirs domestiques faciles d'usage, les gens ont pu se raser eux-mêmes et n'ont donc plus besoin d'aller chez le barbier. Et à propos de ces boucles rebelles dans les cheveux, celles de 95% des droitiers poussent dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous n'avons pas parlé de ces poils qui poussent dans tes narines quand tu vieillis pour ne pas te faire peur. On verra peut-être une prochaine fois. C'est incroyable, tout ce que certaines parties de ton corps, comme tes lèvres, tes oreilles ou tes cheveux, peuvent révéler sur ta personnalité. Donc fais attention, même tes ongles peuvent te trahir. Les ongles. Si les tiens sont larges, tu es alors susceptible d'être une personne facile à vivre, ouverte d'esprit et équilibrée. On les trouve aussi chez les personnes honnêtes, patientes et calmes. Mais celles dont les ongles sont larges et longs ont tendance à dire tout ce qui leur passe par la tête. Ces personnes aiment faire de nouvelles rencontres. Elles ont le sens du détail et savent garder leur sang-froid. Des ongles carrés révèlent une personnalité impatiente. Ce genre de personne réfléchit vite et n'aime pas gaspiller de l'argent. Les ongles longs et étroits sont typiques des personnes sociables, romantiques et qui n'aiment pas rester enfermées. Si tu as une telle forme d'ongles, tu es sûrement très organisé et tu dois rapidement savoir repérer les belles choses. Les petits ongles courts correspondent à des personnes qui s'emballent facilement. Elles peuvent être un tantinet impatientes et agir de manière impulsive. Par contre, ces personnes sont de grandes penseuses. Si tu as les ongles ronds ou ovales, tu as sans doute une personnalité positive, très ouverte et tu dois apprendre vite. Cette forme d'ongle est typique des personnes indépendantes et créatives. Les ongles en forme de triangle et plus larges à l'extrémité correspondent aux personnes qui ont tendance à être anxieuses. Par contre, ce sont de très bonnes analystes et elles peuvent gagner leur vie en faisant toutes sortes de recherches. Les personnes ayant ce type d'ongles sont généralement créatives. Elles sont également sensibles et douces. Les ongles de forme incurvée sont associés aux personnalités travailleuses. Ces personnes font tout pour atteindre leurs objectifs. Elles sont courageuses et elles savent défendre leur opinion. Les personnes qui ont des ongles en forme de grands rectangles savent prendre soin d'elles. Elles aiment suivre leurs objectifs, elles sont indépendantes et elles ne se soucient pas vraiment de l'opinion des autres. Les cheveux. Les personnes aux cheveux bouclés sont généreuses et très chaleureuses. On les décrit souvent comme ayant un tempérament de feu. On les remarque par leur passion, leur expressivité et leur intuition. Elles font généralement les choses plus vite que les autres. En revanche, il peut être délicat pour ces personnes de rester concentrées sur une chose pendant trop longtemps. Les personnes créatives et innovantes ont souvent les cheveux ondulés. Elles sont énergiques, émotives et ont une grande volonté. Si tu as des amis aux cheveux ondulés, fais particulièrement attention à leurs sentiments. Elles peuvent être blessées plus facilement que tu ne le penses. Et n'oublie pas qu'elles ont régulièrement besoin d'être seules. La plupart des personnes rousses sont joyeuses et aiment s'amuser. Elles ne supportent pas l'ennui et elles ont un grand sens de l'humour. Elles ont beau préférer rester discrètes. Elles peuvent aussi agir de manière très théâtrale. Plus tes cheveux sont épais, plus ta volonté doit être forte. Et plus tu dois avoir de l'énergie.
Les personnes aux cheveux épais sont souvent assez têtues. Des cheveux fins indiquent souvent une personne sensible. Les personnes concernées ont tendance à conserver leur énergie. Elles n'aiment généralement pas les sports extrêmes. Si tu as les cheveux raides, mais que tu les frises, c'est que tu attends plus de plaisir de la vie. Selon une théorie, ces personnes cherchent à rendre leur chevelure et donc leur vie plus intéressante. Mais si tu lisses tes cheveux bouclés, cela peut signifier que ta vie est un peu trop chaotique actuellement. En lissant tes boucles, tu essayes inconsciemment de te détendre. Les personnes aux cheveux très courts n'aiment pas gérer les problèmes et les autres choses désagréables et elles ont tendance à refouler leurs sentiments. Les personnes aux cheveux longs sont souvent romantiques et créatives. Elles prêtent attention à leurs émotions et se laissent porter par elles. Les personnes aux cheveux mi-longs sont de bonnes penseuses. La logique est cruciale pour elles. Elles suivent leur objectif de manière compétitive, mais elles se sentent facilement frustrées. Elles sont aussi un brin impatientes. Les personnes chauves ou au crâne rasé sont souvent romantiques. On dit qu'elles ont un grand cœur, une vraie capacité à aimer et amoureux de la vie. Les coiffures en dégradé sont typiques des perfectionnistes. C'est une coupe qui doit être réalisée avec précaution. Et dans la plupart des cas, seules les personnes qui aiment que tout soit parfait sont coiffées ainsi. Si tu croises quelqu'un dont la coupe de cheveux sort de l'ordinaire, il y a de fortes chances qu'elle soit amusante. Les personnes qui ont une coupe droite aiment généralement la logique. Elles savent se fixer des objectifs et les atteindre. Celles qui optent pour la queue de cheval haute ou qui se peignent les cheveux en arrière sont généralement des fonceuses. Elles aiment la logique et sont souvent athlétiques. Les sourcils. Les sourcils arrondis sont typiques des personnes aimables, soucieuses des besoins des autres. Lorsqu'elles prennent une décision, tout le monde y gagne. Les personnes aux sourcils pointus sont plus spontanées. Elles prennent souvent des décisions basées sur les émotions qu'elles ressentent sur le moment. Les sourcils de reine sont placés haut sur le visage d'une personne. Ces dernières ont des goûts originaux et le sens du style. Elles sont souvent perfectionnistes et c'est pourquoi il leur est difficile de prendre des décisions. Ces personnes ont un bon sens de l'autocritique et elles s'inquiètent des choix qu'elles font. Si tu as des sourcils droits, tu es sûrement une personne logique. Il est important pour toi de bien réfléchir. Tu es rarement impulsif. Les personnes aux sourcils fins ont souvent une faible estime de soi. Du coup, elles ne sont pas du genre hostile ou arriviste. Les longs sourcils correspondent généralement à des personnalités douces et gentilles. Ces personnes ont également une plus grande force mentale qui leur permet de faire face aux problèmes de leurs nombreux amis sans se laisser déborder. Les personnes aux sourcils courts sont très indépendantes. Elles n'ont que peu d'amis et préfèrent affronter les difficultés seules. Elles n'aiment pas non plus demander de l'aide. Si l'extrémité de tes sourcils est plus haute que la partie intérieure, tu dois être du genre à éprouver des émotions extrêmes. Tu es très réactif à ce qui se passe autour de toi sans pour autant vouloir essayer de changer les choses. Si tu as les sourcils très incurvés, tu es une personne sensible. Il te faut beaucoup de temps pour te sentir à l'aise avec les gens et tu as également beaucoup de retenue. Oreilles. Les personnes qui ont les oreilles un peu carrées sont créatives et ont une grande imagination. Elles sont non seulement intelligentes et compétentes, mais aussi très sensibles. Lorsqu'il s'agit de choisir des amis, elles ont tendance à se montrer très exigeantes. Si tu as les oreilles étroites, tu es du genre réfléchi et tu n'aimes pas dire des choses insignifiantes. C'est pourquoi les gens pensent souvent que tu es du type introverti. En réalité, les commérages ne sont pas vraiment ton truc. Mais quand tu trouves une personne qui partage les mêmes intérêts que toi et en qui tu as confiance, rien ne peut plus t'arrêter. Les personnes aux oreilles décollées ont souvent une manière originale de voir la vie. Elles aiment faire les choses à leur manière. Elles sont assez amicales, bien qu'un peu excentriques. C'est pourquoi peu de gens peuvent vraiment les comprendre et les apprécier. Les oreilles pointues sont typiques des personnes qui ont l'esprit vif. Ce sont de fins observateurs qui aiment analyser toutes les situations. Cela les aide à comprendre les intentions des gens et à faire des liens entre les différents événements. Si tes oreilles sont rondes, tu dois être sensible et extrêmement loyal. En même temps, tu attends cette même loyauté de la part de ton entourage, ce qui peut entraîner quelques déceptions. Même la plus petite trahison peut te déstabiliser et il t'est ensuite difficile de pardonner aux gens. Les oreilles larges sont souvent associées aux personnes qui mènent un style de vie décontracté. Elles savent laisser couler les choses et elles ne se soucient pas de ce qui n'est pas encore arrivé. Cela peut parfois se retourner contre elles et entraîner des conséquences désagréables. Mais heureusement, ces personnes ont beaucoup d'amis qui peuvent surveiller leurs arrières. Les personnes ayant le lobe de l'oreille collé sont généreuses et ont un grand cœur.
Leur personnalité chaleureuse et accueillante encourage les autres à leur demander des conseils et à les obtenir. Paradoxalement, ces personnes sont également réservées et introverties. Elles préfèrent donc rester à l'écart de toutes sortes de réunions de groupe. Lèvres. Les personnes aux grandes lèvres bombées aiment prendre soin des autres. Elles nourrissent souvent les chats et les chiens errants ou apportent leur aide dans les refuges. Dans les situations de danger, ces personnes pensent d'abord aux autres avant de penser à elles-mêmes. Une personne dont la lèvre supérieure est plus grande que la lèvre inférieure est émotive, charismatique et un brin théâtrale. Elle aime être le centre de l'attention et a une haute estime de soi. Si ta lèvre inférieure est plus grande que ta lèvre supérieure, le travail de bureau n'est pas fait pour toi. Tu es plutôt curieux, sociable et ouvert à la nouveauté. Tu ne peux pas vivre sans avoir de nouveaux endroits à découvrir, de nouvelles personnes à rencontrer et de nouvelles expériences à vivre. Les personnes aux lèvres fines n'ont pas peur d'être seules. Elles comptent avant tout sur elles-mêmes et peuvent faire face à tous les problèmes. Mais même si elles aiment la solitude, elles se sentent bien dans un groupe de personnes et il est facile pour elles de trouver un terrain d'entente avec les autres. Dans ce cas, cela va définitivement décrédibiliser ton look. N'oublie pas de mettre une ceinture. Si tes pantalons sont un peu trop larges, tu exposeras tes sous-vêtements, mais rappelle-toi que la plupart des gens n'ont pas envie de les voir. Essaie de ne pas trop en faire non plus. Les bretelles ne vont vraiment pas quand elles sont portées avec une ceinture. Cet homme est tellement charmant. Il s'approche de toi. Ton cœur bat de plus en plus vite, il te coupe le souffle. Apparemment, tu as même du mal à respirer quand il s'approche de toi. Et ce n'est pas à cause de sa beauté stupéfiante, mais à cause de son parfum enivrant. D'accord, cela n'a rien à voir avec le style vestimentaire, mais trop de parfum est un repoussoir garanti. Point trop n'en faut. Applique-en sur les points suivants. Poignets, cou et poitrine. Les chaussures pointues ne te rendront malheureusement pas plus élégant. Tu auras peut-être l'air un peu clown, surtout si tu portes ça avec un survêtement. Plein d'hommes font des erreurs quand ils choisissent leurs chaussures. Par exemple, les sandales et les chaussettes ne vont pas ensemble. Et il faut aussi éviter les chaussures à bout carré. Les chaussures en velcro ont peut-être l'air très confortables, mais n'en porte pas si tu veux avoir l'air classe. Si ta paire favorite de chaussures sont des tongs, soyons honnêtes, l'endroit idéal pour les porter est bien entendu la plage ou ton jardin. Les costumes sont probablement la meilleure tenue pour un homme. Laisse toujours le dernier bouton de ta veste ouvert. Et tu devrais chaque fois déboutonner ta veste quand tu t'assois. Pour les chemises, c'est l'opposé, il faudrait toujours les boutonner jusqu'en haut. Ne porte jamais une montre de sport avec un costume élégant, même si tu adores cette montre parce que ta grand-mère te l'avait offerte à Noël et que tu ne l'as jamais enlevée de ton poignet. Pour choisir ton costume, il faut surtout regarder la coupe. Assure-toi que la veste embrasse littéralement tes épaules, sinon tu risques de ressembler à un sac de patates. Tu devrais savoir comment associer ton costume à des vêtements chauds. Tu veux avoir l'air classe en hiver aussi, non ? S'il fait froid et que tu as besoin d'un manteau, garde en tête que le tout sera bien mieux si la veste et le manteau ont la même longueur. Si ce n'est pas le cas, assure-toi de fermer ton manteau pour que personne ne voie la différence. Quant à la cravate, qui va souvent de pair avec une chemise formelle et la veste, il y a une règle pour sa taille aussi. Ne la choisis pas trop courte. La pointe de la cravate devrait couvrir la boucle de la ceinture. Choisis un clip de cravate de la même couleur que les boutons, la boucle de ceinture et les manchettes. Ne prends pas trop de risques. Opte pour des couleurs neutres, comme de l'argenté ou du gris. Quant à la couleur de la cravate, elle devrait aller avec la couleur de ton costume et de ta chemise. Mais mets au moins une touche de couleur pour un stylo poil. Le nœud papillon a l'air encore plus compliqué à associer avec le reste de tes vêtements, mais soyons honnêtes, tu peux le porter quand tu veux, tant qu'il va avec ton style. Mais il exige une règle incontournable. Si tu portes un smoking, il te faut un nœud papillon. Ne mets jamais de smoking avec une cravate classique. Pour avoir un tout nouveau look, essaie d'ajouter un blazer à ta garde-robe. Il peut être déstructuré ou détendu, pour créer un look casual. Mais ce sera bien mieux qu'un vieux cardigan. Essaie d'avoir 2 blazers selon les différentes saisons. Le plus léger pour l'été devrait être en lin ou en coton. Le second devrait être plus chaud avec de la laine pour te tenir au chaud. Le blazer peut faire une paire avec tes pantalons, jeans, chinos et même tes shorts, tant qu'il ne s'agit pas de shorts de sport. On dirait bien que les jeans font partie de ces vêtements que l'on peut porter à n'importe quelle occasion, mais il peut être très facile de prendre la mauvaise paire et ainsi gâcher ton look. Tu peux être sûr de faire une bonne affaire en investissant dans des jeans un peu lâches au niveau des cuisses, mais plus étroits aux chevilles. Cela ira très bien avec des chaussures élégantes ou une bonne paire de baskets. Quant à la couleur, mieux vaut choisir des tons sombres puisqu'ils vont bien en toute saison. Les jeans déchirés font aussi l'affaire, mais tu ne devrais pas avoir que ceux-là dans ton armoire. Achète une bonne paire de jeans qui ira avec n'importe quelle tenue et n'hésite pas à acheter une paire de jeans déchirés.
Tu peux aussi mettre un t-shirt amusant avec un motif coloré pour une soirée ou une occasion qui n'est pas formelle, mais évitez de le porter pour aller au travail. Oui, c'est chouette d'avoir des motifs et peut-être que l'inscription « Maman dit que je suis beau » est hilarante, mais tes collègues et surtout tes supérieurs pourraient ne pas tirer les meilleures conclusions à ton sujet. N'oublie pas de combiner tes chaussettes avec tes chaussures. Les chaussures noires et les chaussettes blanches, c'est non. Plus les chaussures sont foncées, plus tes chaussettes devraient être sombres aussi. Si tu n'as pas de chaussettes sombres, cours vite en acheter. Porter une casquette, ça ne vaut que si cela fait plus de 5 jours que tu ne t'es pas lavé les cheveux. Sinon, cet accessoire va te donner un air d'adolescent. Si tu aimes les chapeaux, essaie d'en porter des différents. Selon ton style, une casquette plate pourrait faire l'affaire, ou même un fedora. En 2020, oublie les colliers avec une dent de requin. Pour une soirée sur le thème des années 90, pourquoi pas, mais cela n'ira jamais avec le reste de ta tenue du jour. Les bijoux, c'est amusant et cela peut être idéal pour agrémenter ta tenue, mais assure-toi de rester simple. Les cheveux longs vont bien aux hommes et aux femmes, mais il faut se rappeler d'une chose, ils devraient être soyeux et en bonne santé. N'hésite pas à les couper si les pointes sont fourchues. Ce ne sont que des cheveux après tout, et ils la repousseront. Si tu as les cheveux longs, gras et abîmés, il est grand temps d'aller chez le coiffeur, et le barbier par la même occasion. Oh, il fait beau dehors. Parfois, porter des lunettes est inévitable, mais n'oublie pas de bien les ranger. Quand tu n'en as plus besoin, ne les garde pas sur ton front. Il vaut mieux les mettre dans ta poche de chemise ou de veste, mais idéalement, tu devrais avoir un coffret pour les ranger et ainsi éviter les rayures. Tu n'as pas envie de porter des vêtements qui sont 2 fois trop petits, n'est-ce pas? Si le bouton haut de ta chemise t'étouffe et que le bouton du bas te compresse et laisse apparaître ton ventre, c'est qu'elle est trop petite. Si c'est la bonne taille, mais le col t'étouffe un peu, tu peux dégrafer 1 ou 2 boutons, mais ne va pas plus loin. Une chemise à moitié ouverte, surtout si tu exposes les poils de ton torse, ne rend pas la plus belle des images. Ce qu'il y a à l'intérieur de tes poches est important aussi. Imagine que tu aies les poches pleines de pièces de monnaie, de papier, de vieux tickets de caisse, de clés, et peut-être un vieux mouchoir usagé. Dans ce cas, cela va définitivement décrédibiliser ton look. Essaie de trouver un sac dans lequel tu pourras mettre tout ce dont tu as besoin chaque jour. Une astuce, essaie de ne pas opter pour un sac à dos, sauf si tu es étudiant et que tu as besoin de prendre tes livres et tes cours avec toi. Il ne faut pas négliger les détails. Des cheveux mal coiffés et des ongles peu soignés vont instantanément montrer que tu n'es pas une fashionista. Repasse tes vêtements et fais attention à ce qu'il n'y ait pas de taches dessus. Suis les instructions sur les étiquettes. Si elles te conseillent de laver ton vêtement à sec, ne le lave pas en machine, car il sera fichu. Le faire sécher au sèche-linge est une très mauvaise idée aussi, car le tissu risque fort de se dégrader. Les cintres en bois sont super pour 2 raisons. Ils gardent tes vêtements bien rangés et éloignent les mites. Garde la forme de tes chaussures aussi. N'oublie pas de les nettoyer et de les cirer. Cela assouplit le cuir, donc il durera plus longtemps et il sera alors protégé des facteurs destructeurs. Hey, tu es tout beau! Le plus grand château de sable du monde est situé au Danemark. Il mesure plus de 21 mètres de haut. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et orageux. Tu peux réellement passer la nuit à l'intérieur d'une pomme de terre géante. La prochaine fois que tu voudras te reposer d'une manière assez unique, tu pourras réserver un lit à l'intérieur d'une pomme de terre de 8,5 mètres de long et de 3,7 mètres de large. C'est du moins ce que propose cette structure originale, faite de béton, d'acier et de plâtre, qui ressemble à une pomme de terre. Les adolescents des autres décennies sont différents des lycéens d'aujourd'hui. À première vue, ils semblent beaucoup plus âgés, tu ne trouves pas? Mais c'est simplement parce qu'ils ont un style différent. En grandissant, ils ont continué à acheter les mêmes vêtements qu'ils trouvaient cool. Aujourd'hui, nous associons ce même style à des personnes de 50 ou 60 ans. Ainsi, lorsque nous voyons des photos de ces personnes à l'époque de leur adolescence, nous avons l'impression qu'elles ont vieilli. En réalité, elles ressemblent aux adolescents d'aujourd'hui. La même chose se produira avec les ados d'aujourd'hui. Ils continueront à acheter des vêtements qu'ils trouvent cool quand ils seront plus âgés. C'est pourquoi les générations futures associeront leur style vestimentaire aux personnes âgées. Jaguar, caïman noir, paresseux, tatou géant, il y a beaucoup d'animaux différents que tu peux trouver dans la forêt amazonienne. Mais qu'est-ce que c'était juste là? Rembobine un peu. Oui, là, en plein milieu, tu peux trouver une baleine à bosse. Il est rare d'en voir une, même au milieu de l'océan, mais c'est vraiment époustouflant d'en trouver une au milieu de l'Amazonie. Et c'est ce qui s'est passé en 2019, lorsque des habitants y ont trouvé une baleine à bosse sans vie. L'animal s'est probablement échoué dans l'embouchure du fleuve Amazone et a fini sur la terre ferme lorsque les marées se sont retirées.
Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les tendent pour percevoir le bruit d'avant en arrière. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pattes. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même lever un de leurs pieds. Les gens pensent souvent que la tarte aux pommes est originaire d'Amérique, mais non. Les pommes sont en fait originaires d'Asie et la première recette de tarte aux pommes enregistrée est apparue en Angleterre. Lorsqu'un matériau blanchit au soleil, où va la couleur selon toi? La couleur d'un matériau donné provient de la partie des molécules appelée chromophore. Ils absorbent les photons à des longueurs d'onde particulières. Le photon est la particule de base de la lumière. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis, et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons plus chargés en énergie, cela peut endommager ces chromophores. C'est pourquoi ils ne seront pas capables d'émettre des photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges sont ceux qui pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge d'une manière qui absorbe les photons des autres longueurs d'onde. Tu prépares un repas, tu coupes les légumes et... oh non, les larmes coulent. Nous pleurons lorsque nous coupons un oignon car le fait de briser la peau libère des enzymes et de l'acide sulfénique. Lorsqu'ils se combinent, ils produisent un gaz qui se répand dans l'air et irrite tes yeux. Cela incite les glandes lacrymales à produire des larmes pour évacuer cet acide irritant. Ton cerveau ne peut pas effectuer en même temps deux choses qui demandent une fonction cérébrale de haut niveau. Et non, tu ne peux pas vraiment être multitâche. On ne peut pas considérer les fonctions subalternes comme pomper le sang et respirer comme du multitâche. Il s'agit d'actions auxquelles tu dois réfléchir. Du coup, ce que tu considères comme du multitâche est le fait de passer rapidement d'une tâche à une autre. Essaie de bouger tes pieds et tes mains dans des directions opposées. Assieds-toi sur une chaise et tourne ta jambe gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Dessine en même temps une forme de 8 avec ta main gauche. Ou bien fais la même chose avec la main et la jambe droite. On dirait que ta jambe a changé de direction, non? C'est ce qui arrive à presque tout le monde. Si tu tournes ta jambe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la même chose se produira. Lorsque tu te trouves sur un manège qui tourne très vite, tu peux sentir cette force étrange et on dirait qu'elle veut te faire tomber. Notre planète est comme un énorme manège qui tourne dans l'espace à environ 1609 km/h. Mais nous ne ressentons pas cette force de rotation car une autre force agit sur notre planète et sur nous, la gravité. Elle nous maintient fermement au sol, environ 1000 fois plus fortement que notre planète ne tourne en essayant de nous catapulter dans l'espace. Le dentifrice contient des édulcorants, parce qu'il est composé de détergents qui créent de la mousse lorsque tu te brosses les dents, et il a besoin de quelque chose qui masque l'horrible goût de savon qu'ils apportent. Bien sûr, le sucre est exclu, mais il existe d'autres édulcorants, xylitol ou sorbitol, qui font un bon travail en couvrant les détergents. Ces édulcorants chimiques attirent l'eau. Ils gardent les molécules d'eau enfermées dans le dentifrice afin qu'ils ne se dessèchent pas. As-tu déjà remarqué que tu as souvent moins faim quand il fait chaud dehors? Tous les processus métaboliques qui se déroulent dans notre corps, y compris la digestion, produisent de la chaleur. Sur 1000 calories que tu manges, ton corps n'en convertit que 250 en énergie réellement utile. Le reste des calories se transforme en chaleur perdue. Lorsqu'il fait chaud dehors, ton corps travaille dur pour t'empêcher de surchauffer. Il n'a donc pas vraiment besoin de la chaleur supplémentaire qu'il génère en digérant le gros déjeuner que tu as pris. C'est pourquoi ton corps réduit ton appétit pendant un certain temps et puise davantage d'énergie dans les réserves de graisse qu'il a précédemment stockées. Parfois, les rêves peuvent sembler plus vifs lorsque tu ne dors pas dans ton propre lit. Quand tu passes la nuit à l'hôtel ou dans un autre endroit qui ne t'est pas familier, tu éprouves ce que les scientifiques appellent l'effet première nuit. L'une de ces études a révélé que le côté gauche de notre cerveau dormait moins bien que le côté droit pendant la première nuit passée dans un nouvel environnement. Il en est probablement ainsi en raison d'un mécanisme évolutif qui nous rend attentifs aux prédateurs et aux dangers potentiels. Il n'y a probablement aucun monstre sous le lit de ta chambre d'hôtel, mais tu n'en serais pas si sûr si tu avais vécu il y a des milliers d'années. Tu es également plus susceptible de te réveiller au cours de ta première nuit dans ton nouvel environnement. Lorsque tu te réveilles souvent, tu te souviens beaucoup mieux de tes rêves. C'est pourquoi ils peuvent sembler plus vivaces dans de telles situations.
Tu es au travail, tu viens de déjeuner et tu t'apprêtes à terminer la dernière tâche de la journée, mais tu n'y arrives pas. Tu as une telle baisse d'énergie que tu as envie de t'allonger et de faire une sieste pour te sentir à nouveau vivant. Cela peut être dû à un repas riche en glucides, à un manque de sommeil la veille ou à une certaine déshydratation. Et il y a une autre raison possible. Une petite région de ton cerveau, le noyau suprachiasmatique ou NSC, contrôle ton horloge biologique interne, également appelée rythme circadien. Cette partie envoie des signaux à ton corps pour qu'il libère de la mélatonine, une hormone induisant la somnolence. Ainsi, elle te donne envie de dormir et abaisse également ta température corporelle. Tu passes également par une version réduite de ce processus entre 14 et 16 heures. Nous ne savons toujours pas pourquoi, mais certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait que notre rythme circadien comporte à la fois un cycle primaire de 24 heures et un cycle de 12 heures. Tu as peut-être l'impression que les meilleures idées te viennent à l'esprit lorsque tu essaies de t'endormir. La transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil est appelée état hypnagogique. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait être liée à la créativité. Mary Shelley a dit que l'idée de son roman populaire Frankenstein lui était venue pendant la phase du rêve éveillé. Salvador Dali, un artiste célèbre, appelait cette phase le somme avec une clé. Dans cet état, ton esprit se sent libre de vagabonder et n'a pas de téléphone, de personne ou d'autre chose qui puisse le perturber. C'est pourquoi il a plus de place pour des idées spontanées et des pensées créatives. Si tu t'endors juste après être entré dans cet état, tu vas probablement oublier la plupart de tes idées originales. Garde donc un papier et un stylo près de ton lit, juste au cas où. 36,7 degrés Celsius est une température qui semble chaude, même si le corps humain est à la même température. En fait, c'est la température moyenne de notre noyau. Notre peau a une température d'environ 33,9 degrés Celsius. Mais nos doigts, nos orteils et notre visage peuvent être beaucoup plus froids. Les récepteurs de notre peau réagissent aux différences et aux changements de température. Si tu touches ton ventre nu avec ta main, celle-ci enregistrera de la chaleur, mais ton ventre ressentira du froid, même si les deux ont la température de la peau. De même, si tu mets un doigt dans ta bouche, l'intérieur te semblera beaucoup plus chaud pour le doigt que pour la langue.